Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Tech Café Supplément où on vous donne, comme son nom l'indique, plein de sujets en supplément. Si vous voulez connaître l'essentiel de l'actu, ce qu'il faut vraiment pas manquer pour être au courant dans votre veille tech, c'est l'épisode hebdomadaire et c'est l'épisode précédent dans le flux du podcast. Mais on a d'autres sujets qu'on va vous partager, évidemment autour de Meta, autour du futur peut-être métavers, de l'interview de Zuckerberg qu'il a donné à cette occasion, et puis en fait plein d'autres sujets. On a Kanye West qui rachète Parler, que des belles choses dont on va parler ensemble, que des belles choses très réjouissantes. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste malgré tout, et je retrouve Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Eh ben écoute, oui, pour cet épisode de supplément du week-end hebdomadaire. T'es dur, t'as raison, et t'es juste, mais t'es dur. Bienvenue donc dans cet épisode supplément où on va effectivement, alors sans autre forme de procès, parler de Meta et en particulier de tout ce qui tourne un petit peu autour de l'annonce du Meta Quest Pro qu'on a un petit peu abordé il y a de ça 2 épisodes maintenant, 3, et on a plein d'autres petites choses à dire. Tu avais parlé notamment, Guillaume, de quelque chose qui te réjouissait, c'est qu'enfin les avatars dans le métavers seront bel et bien dotés de jambes, parce que la présentation de Zuckerberg intégrait cette fonctionnalité. Ils en ont largement parlé. Malheureusement, quand on creuse techniquement, c'est pas encore ça. Écoute, il y a 7 jours pile, enfin pour moi, pour vous, je sais pas. Je festais avec force champomis, l'arrivée des jambes sur Horizon Worlds. Oui, Horizon Worlds de Meta, les avatars de ce métavers allaient enfin pouvoir courir, trotter, faire des claquettes et avoir plein de gestes inappropriés. Tout ça grâce au concentré de technologie du Meta Quest Pro. C'est ce que laissait supposer la vidéo de promo avec Marc et sa copine, qui, in-game, apparemment, était, enfin un humanoïde complet, en basket blanche. C'est pas évident de faire des jambes correctes qui bougent de manière naturelle. Tu le casses là aussi, il a mentionné, d'ailleurs, il a insisté sur ce point, en tout cas, jusqu'à présent. Heureusement, le Quest est plein de caméras partout. Il y en a même sur les manettes, pour l'environnement, pour vos yeux, votre tronche, votre bouche. Supposément tout le reste, et puis la vidéo avec Marc donne confiance. Le problème, c'est que même si les jambes du commun des mortels sont effectivement livrées courant 2023, il n'est pas totalement sûr que ça marche aussi bien que dans la vidéo, puisqu'elle a été tournée en motion capture. Donc ils ont triché, Et honte à moi, parce que c'est pas la première fois qu'une vidéo promotionnelle est juste ça, promotionnelle. Combien de démos d'appareils photo sur téléphone étaient promotionnels? On était dans le concept, on laisse un petit peu planer le doute. Mais non, je continue à faire confiance, comme quoi je suis pas encore assez paranoïaque, je sais, j'en suis désolé, mais je travaille sur moi. J'y arriverai. Enfin, rien n'indique que les jambes ne marcheront pas bien, in fine, dans Horizon. Et rien n'indique non plus que ça va radicalement changer les choses pour ce métaverse qui, selon le Wall Street Journal, ne va pas si fort, en fait, puisqu'il y a des documents internes qui partagent des chiffres qui sont pas fameux. Le nombre d'utilisateurs baisse depuis le printemps, et la plupart ne reviennent pas après le premier mois. Moins de 1% crée des choses dans le monde, alors que c'est un petit peu l'idée comme ça de faire un truc avec des co-créations. Et il y a moins de $10 000 de chiffre d'affaires qui ont été générés globalement par l'économie du jeu. Au niveau global, donc c'est pas énorme. Moins de 10% du monde est visité par plus de 50 personnes. L'objectif de 500 000 utilisateurs actifs mensuels pour fin 2022 a été révisé à moins de 200 000. Bon, ça commence très doucement. J'ai compris ce qui me gênait le plus dans ces annonces et dans la perspective du métavers. 2 choses en fait. J'ai écouté un épisode du Code à changer. Tu sais, c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui est proposé par France Inter, qui est, je trouve, intéressant parce qu'il prend le temps de se poser des questions très sociétales avec une composante technologique. Bon, moi ça me séduit beaucoup. Le dernier épisode parle du smartphone et du rôle qu'il a pu avoir dans notre société. Évidemment, on va pas renier tous les éléments positifs qu'amène le smartphone, mais il y a aussi tout ce qui est induit par le smartphone, l'angoisse qu'on a de casser l'écran, la réparation, l'omniprésence des réseaux sociaux qu'on emporte partout avec soi. Et ce que je retiens en partie de cet épisode, c'est à quel point la société, l'être humain, s'est pris cette évolution comme une véritable gifle et s'est vu imposer ce smartphone pour le meilleur et pour le pire.
Encore une fois, reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de choses positives, mais ça s'est fait un petit peu aussi quelque part à marche forcée. On a bien voulu que cette marche soit forcée, mais à marche forcée. Ça dépend des gens. Disons qu'il y a des gens pour qui c'est plus forcé que pour d'autres, on va dire. Il y a des gens pour qui c'est plus forcé que pour d'autres, et notamment un des premiers profils qui est identifié dans ce podcast, c'est la personne, le senior, qui est pas forcément le plus utilisateur de son smartphone, qui se voit imposer à cause des confinements et à cause des restrictions, le fait de devoir réserver sa place au musée sur Internet avant de le visiter en vrai. Et quelque part, c'est de matière à le bousculer. Bon. Je suis pas certain que, compte tenu de cette arrivée pour la société du smartphone, on soit prêt à vivre un nouveau changement d'une telle ampleur. Parce que, quelque part, Mark Zuckerberg le présente comme étant cette nouvelle itération. C'est comme ça qu'il parle très souvent dans MetaConnect de l'arrivée du métavers. C'est de la prochaine version de l'informatique. Après l'ordinateur, après le smartphone, grosso modo. C'est comme ça que je le perçois. Et je suis pas certain qu'on soit tous autant qu'on est prêts à vivre ça. L'autre chose, je pense, qui me dérange dans ces annonces, c'est à quel point il y a une différence de temporalité. On a été habitué toutes ces années à avoir des présentations, que ce soit de Meta d'ailleurs ou des autres entreprises de la tech, annuelles, grosso modo, avec des choses qui arrivent l'année suivante. Et dans le cadre de ce métavers et de la proposition de Mark Zuckerberg, il nous présente quelque chose qui se veut être une solution technologique qui arriverait d'ici 5, 10 ans, peut-être même plus. Et le problème, c'est qu'il fait des conférences annuelles en présentant ça comme étant des éléments qui arrivent demain. Et je pense que ça aussi, c'est de matière à apporter beaucoup de confusion. J'ai été très content d'arriver à trouver mes explications de ce qui faisait que ça me gênait, moi. Il est fort possible que peut-être technologiquement le métavers soit complètement viable dans 50 ans. J'en sais rien. Peut-être que le réchauffement climatique aura un petit peu tempéré les ardeurs de tous ces projets. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai réussi à mettre le doigt ce qui me gênait profondément sur ces propositions. Je sais pas si toi ça te parle, ces gênes et ces frictions que je décris. Je pense qu'effectivement, il y a plus généralement, au-delà du téléphone mobile, je pense qu'il y a clairement une numérisation en marche forcée qui est obligatoire parce que y a des choses qui peuvent être faites que sur Internet, ou alors c'est tellement compliqué de le faire sans Internet que ça vaut plus le coup, et que ceux qui ne sont pas digitalisés on souffre en fait, et donc oui, quelque part il y a cette digitalisation à marche forcée au sens large qui s'est amplifiée effectivement avec le téléphone mobile, puisque du coup tout le monde a un ordinateur dans la poche, et donc tout le monde est censé pouvoir utiliser un ordinateur à n'importe quel moment, et de manière plus simple et plus accessible factuellement quand même qu'avant. Donc oui, ça c'est certain que ça pose des soucis, la fracture numérique, tout ça, c'est un truc assez classique. Est-ce que ça va revenir avec le Metaverse ? C'est tout à fait possible. C'est même probable s'il y a vraiment la réalité augmentée qui devient effectivement la nouvelle plateforme, puisque il n'y a pas que Meta. Apple aussi considère que la réalité augmentée pourrait devenir quelque chose qui supplantera le smartphone dans un certain avenir. Alors peut-être pas dans l'année prochaine, mais dans 10 ans, dans 20 ans, qui sait. Et effectivement, ça va poser encore énormément de questions. Et c'est vrai que même si c'est dans 20 ans, ça ira quand même vite, finalement. Ouais, c'est vrai. Et parce que ce sera un changement quand même assez radical. Et là, on va en parler un petit peu d'ailleurs de ce que ça implique comme changement, ne serait-ce que déjà avec les possibilités du Quest Pro. Alors avant ça, tu dis effectivement que les choses évoluent pas très vite. T'es pas le seul finalement qui est un peu grognon avec ça. Il y a John Carmack aussi. Alors, John Carmack, attention, John Carmack, tu vas décrire une situation d'impatience, peut-être par certains aspects. Je suis pas du tout impatient, mais je comprends le parallèle que tu fais entre ses propos et ce que je relève. C'est vrai qu'il est plus impatient, si tu veux. Mais enfin voilà, lui effectivement, John Carmack, on le présente plus. Il était donc directeur technique chez Oculus. Là maintenant, il est consultant. Il est toujours impliqué dans le développement des casques et voilà, de Meta en général, mais il est plus du tout au centre, on va dire, et c'est clair. C'est plus aux commandes et c'est clair et net. Donc il est venu faire une conférence comme tous les ans, un peu informelle, et globalement il est un petit peu amer. L'objectif de Carmack, ça a toujours été de faire la meilleure expérience VR possible, mais aussi de la rendre le plus accessible possible, la démocratiser, que des milliers de gens puissent se rencontrer en VR. C'était un peu ça aussi le plan pour Horizon finalement. Mais c'est pas facile, et c'est un plan quand même pour le moyen terme, le long terme. Il suffit de voir les conditions de la conf de Carmack pour se rendre compte à quel point
On est loin, je veux dire. Lui, il était en 3D, avec cette espèce de mie, là, tu sais, enfin voilà, c'est un avatar, mais ancienne génération, sans jambes, un avatar standard. Et donc lui, il était en 3D, mais l'immense majorité des gens qui regardaient qui le regardaient, ils étaient en vidéo sur leur PC. Voilà, il y avait zéro valeur ajoutée que lui, ils sont en 3D. Or, pour lui, en clair, Meta va à l'opposé de la VR de masse qu'il espère. Horizon n'est pas une capacité, il n'a pas une capacité plus importante que l'an dernier, en fait. Hein. Il essaye de créer des mondes plus complexes, parce que bon, il s'est fait jeter des cailloux avec le tweet de Marc en 3D façon 98, là, voilà, vous avez probablement tous en tête. Donc, avec la tour Eiffel derrière. La tour Eiffel, le truc, c'est pas Sagrada Familia, je crois, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Donc, il met surtout sa tête comme ça, avec 2 boules, fait avec 3 boules. Enfin, c'était bon. Donc, évidemment, là, maintenant, ils sont complètement paranoïaques avec ça. Donc, ils rajoutent des jambes, ils font des avatars beaucoup plus réalistes. Mais tout ça, c'est une charge pour le CPU embarqué du Quest, qui est pas si puissant que ça. Et il pourra évidemment jamais faire une expérience de masse avec ce niveau de qualité avec le hardware actuel. Et or, Carmack, bizarrement, il veut privilégier la quantité sur la qualité. Lui, il veut embarquer le plus de monde possible avec des expériences d'une qualité qui est suffisante. Et là-dessus, il est très critique sur Horizon et le Quest qui a, comme on dit, énormément de friction, on va dire. Donc déjà, le Quest, bon, comme beaucoup, voire tous les appareils modernes, souffre de l'enfer de la mise à jour. C'est-à-dire, vous allumez un Quest, il se met à jour, vous lancez une appli, elle se met à jour. Carmack a même confié que les employés de Meta eux-mêmes sont excédés par les 20 minutes de mise à jour et les multiples reboots nécessaires pour avoir un casque fonctionnel et que ça a même posé des problèmes à la Meta Connect. Parce que si tu n'allumes pas un Quest depuis un petit moment, c'est un calvaire. Donc certains même renoncent, il a des expériences d'amis qui ont renoncer à montrer le Quest à leurs propres amis parce qu'ils sont découragés à l'avance par les mises à jour, le temps que ça va prendre et tout, voilà. Et parfois même ils renoncent à jouer tout court des fois. Hein. Bien sûr. Je fais une petite parenthèse, je l'expérimente réellement. J'ai mon Quest 1 première version pas très loin de moi. Il y a plein d'usages qui sont très cool, mais effectivement 9 fois sur 10, quand je suis amené à faire partager l'expérience à quelqu'un qui vient chez moi, je me retrouve face à une mise à jour qui est extrêmement longue, bloquante pour certains usages, et même effectivement, moi de mon côté, quand je peux avoir envie de lancer une app, vraiment je l'expérimente, c'est pas que quelque chose de tordu et d'exagéré, c'est vraiment quelque chose que tu constates vraiment, quoi. Mais oui, et carrément, et pour le reste, Carmack se plaint aussi globalement que tout est assez long, quoi, parfois compliqué, même inutilement. Inviter une personne dans une room Horizon, ça peut prendre 1 minute pour qu'il arrive à se connecter, qu'on arrive à se retrouver, c'est trop. Le Quest a pourtant fait beaucoup par rapport au casque filaire pour faciliter l'usage d'un casque VR, hein, mais il reste beaucoup à faire sur l'onboarding, selon lui. Et en ce qui concerne les casques, en particulier le nouveau, le Quest Pro, il reconnaît que c'est un joli appareil, qu'il est cool, question ingénierie, il est cool, il y a plein de trucs super sophistiqués dedans, mais il est quand même à l'opposé de ce que préconise Carmack depuis toujours ou presque, c'est que tu as un casque grand public à 250 balles, que beaucoup de gens peuvent s'offrir. Avec 1500 balles, évidemment, le Pro, il est à l'opposé. Et en plus, il y a des hausses de prix sur le Quest 2 qui vont pas dans le bon sens. Alors, il reconnaît que la réalité augmentée, c'est plutôt une réussite sur le Pro, que ça marche même mieux que ce qu'il aurait imaginé. Mais pour lui, le segment du public à 1500 balles, il est moins important que celui à 250 balles, parce que c'est pas ça qui va changer le marché de la VR, c'est ça qui va changer le visage de la VR. D'ailleurs, il révèle que sur le Quest Pro, il révèle un truc sur le Quest Pro qui, moi, personnellement, m'a beaucoup déçu, en fait, d'ailleurs. Il révèle que le suivi du regard et des visages, plus globalement, alors ça permet des fonctions très cool, hein, voilà, ça coûte aussi énormément d'énergie. Le surplus de consommation fait d'ailleurs que le Quest Pro a une autonomie très faible, puisque c'est entre 1 et 2 heures, donc c'est vraiment pas énorme. Donc c'est déjà embêtant, mais je me disais aussi que ça permettrait le foveated rendering, c'est-à-dire ne rendre précisément que là où vous regardez pour économiser de façon la plus graphique. Que donc ça pouvait c'est être, pas le cas ? Eh bien non, douche froide. Selon Carmack, le système a une réactivité autour des 50 millisecondes, ce qui rend la chose impossible. L'œil a le temps de trop bouger en 50 millisecondes. Tu peux pas faire du foveated rendering. Du coup, mis à part le regard sur les avatars, ça va servir à quoi l'eye tracking ? Eh ben, il y a plein d'idées, figurez-vous, mais peut-être pas celles que vous croyez. Du style ? En toute rigueur, suivre le regard, attention, ça peut avoir plein d'applications cool. Accélérer ou faciliter les interactions avec le monde, régler la profondeur de champ, voilà. Mais aussi pas que, puisque un nouveau capteur, nouvelle politique de confidentialité, Meta rajoute des conditions d'utilisation à cocher de toute façon, que tu sois d'accord ou pas, parce que de toute façon tu mets ton appareil à la poubelle. Donc Meta va donc utiliser le suivi du regard pour, je cite, personnaliser les expériences et améliorer le MetaQuest.
Formulation tout à fait vague, qui peut comprendre aussi bien le déplacement d'un curseur que le suivi publicitaire, bien entendu. Et il est quasi certain que ça va être le gros de la personnalisation de l'expérience, le ciblage publicitaire. Avoir des pubs ciblées, je veux dire, on parle de méta ou bien? Donc, évidemment, avec le Quest Pro, on change complètement de dimension. Parce que ce truc est le rêve humide pour tout annonceur. Imaginez tout ce qu'on traque déjà sur vous, mais qu'en plus, on puisse savoir ce que vous regardez et les émotions qui sont suscitées. Parce que c'est exactement ce que fait le Quest. Il scanne votre visage, il pourra transcrire les mimiques sur les avatars, ça c'est très cool. Mais c'est que la partie émergée de l'iceberg. Supposons qu'il y ait une pub dans votre espace VR. Avec le Quest, on peut savoir si vous la regardez, quelle partie attire votre regard, pendant combien de temps. On peut aussi savoir si vous souriez, si vous êtes dégoûté, si vous êtes content, si vous êtes neutre, si vous êtes en colère, si vous êtes perplexe. Tout ça est très facile à savoir avec un Quest Pro. Vos émotions deviennent un signal tout à fait exploitable. Vous regardez une pub longuement, en vous mordant un petit peu la lèvre, en inclinant un petit peu la tête comme ça, style vous vous demandez, pas de souci, dans quelques heures vous recevrez une offre promotionnelle pour ce produit sur lequel vous avez hésité. Et en plus, imaginons qu'il y ait comme sur YouTube des pubs qui sont non skippables. Pas question de regarder ailleurs. La vidéo, elle sait très bien si tu la regardes ou pas. Donc la vidéo, elle s'arrête en attendant bien simplement que tu regardes tout. Ça fait déjà envie. que t'as des sites web ou des apps qui te forcent à regarder la pub, sinon la pub se met en pause pour que tu la regardes. Non, c'est beau ça, c'est beau. Et oui, là, par la caméra, c'est évidemment. Ouais. Donc ça, je sais pas si tout ça vous fait envie, mais j'espère que ça vous fait envie parce que c'est l'objectif final de Meta. C'est évident, créer un nouvel écosystème dans lequel vous serez complètement monitorable et où il pourra fournir des données de ciblage ultimes et où la réalité même deviendra un support commercial ou publicitaire potentiel. Et voilà, et vous pourrez acheter ce que vous regardez rien qu'avec vos yeux. Parce qu'il y a gros à parier d'ailleurs que dans les prochaines itérations de Quest Pro, il y aura un scanner d'iris pour vous identifier qui te permettra de tout payer en un battement de cils. Et je délire pas, c'est très probable. Et pourquoi c'est si probable? Parce qu'il y a déjà des sources proches du dossier qui affirment que le prochain casque de réalité augmentée d'Apple aurait un scanner rétinien. Parce que Apple a acheté Sensomotorix en 2017, ça leur a permis de créer d'intégrer le capteur de suivi de regard, et ce capteur de suivi de regard serait capable de faire de l'identification rétinienne. Et puis bon, si Apple le fait, tu sais comment ça se passe, n'est-ce pas? Tout le monde le fait. D'ailleurs, ça soulève un sujet qui était un des sujets que mon cerveau faisait mouliner au sujet du métavers, c'est quelle rentabilité pour, mais du coup tu viens de répondre, pour une entreprise comme Meta, parce que quand tu regardes toute la proposition technologique, toute la proposition de connectivité, de lien qui est proposée par Mark Zuckerberg, t'as presque l'impression qu'ils se sont investis d'une mission sociétale très altruiste, mais du coup t'as du mal à identifier d'où viennent les revenus. Bien sûr. Parce Facebook que lui-même connecte les gens. Tu sais, si t'écoutes Zuckerberg, il se lève tous les matins en se disant qu'ils vont mieux connecter les gens et qu'ils vont faire du bien à la planète. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une part là-dedans? Peut-être. Mais quelle est la taille de cette part? Là, pour le coup, on peut être peut-être un peu sceptique. Ça reste une entreprise. La nature d'une entreprise, c'est de faire des revenus, c'est de faire de l'argent, forcément. Et je voyais pas cette composante-là dans ce qu'il décrit du métavers futur. Il dit qu'il ne gagne rien en vendant des MetaQuest et des MetaQuest Pro. Il dit que finalement, tout ça va être interopérable. Donc, en gros, ça va être comme surfer d'un site web à l'autre. Tu gagnes ton argent où, Marc, dans ton métavers futur? Bon, oui, tu commences à toucher du doigt probablement une des pistes de réflexion et de source de revenus qui a dû être identifiée, j'imagine, de leur côté. Et justement, il y avait cette interview de Mark Zuckerberg sur The Verge qui est très intéressante, qui parle pas que de métavers, qui parle pas que de ce MetaQuest Pro, qui parle de plein d'autres sujets, jusqu'à, tenez-vous bien, Elon Musk. Tu t'es attardé un petit peu à regarder toute l'interview, Guillaume? Ouais, mais alors, voilà, faisons que The Verge a interviewé Mark Zuckerberg pendant une bonne heure. Et bon, c'est trop long, il est super bavard, Marc, c'est bazar. Moi, j'ai bien aimé regarder ça en une heure. Mais bon, c'est bien. Mais bon, voilà, il est toujours très enthousiaste sur le Metaverse, le Quest Pro, qui est le meilleur casque de réalité augmentée construit jusqu'à présent, ce qui est discutable, si on considère le casque de Vario, par exemple, qui est meilleur visuellement, mais bon, il est aussi plus cher, il faut avouer. Donc voilà, il rassure sur le fait que les données de suivi du regard et des émotions restent totalement locales, qui ne change strictement rien à la discussion qu'on vient d'avoir. Il n'empêche. Bien entendu. Absolument, il n'empêche. Évidemment. Donc il semble pas sûr d'ailleurs des chiffres de vente du Quest 2. Ils veulent pas donner de chiffres pour le moment. Il s'en fout, ça l'intéresse pas. Non, il dit effectivement qu'il fait pas de marge en le vendant. Alors il fait une petite marge si on compte le prix du matériel, mais aucune si on compte évidemment la R&D. Ce qui est clair, à mon avis, c'est clair et net. Pour le Quest Pro, il est confiant, bien sûr.
étant donné que si ça peut améliorer de 3% la productivité des employés, alors oui, on leur donne un casque à 1500 balles, il n'y a pas de souci. Alors toutes les boîtes ne seront peut-être pas d'accord avec ce genre de calcul, mais bon, ça c'est autre chose. C'est vrai que je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Je suis pas, tu vois, suffisamment haut placé dans une entreprise pour faire cet arbitrage. J'ai resté un peu sceptique avec l'annonce du chiffre, mais pourquoi pas, peut-être. Bah, vu dans le chiffre d'affaires, je sais pas si 3%, je sais pas. Enfin bon, le partenariat avec Microsoft pour lui est fondamental. On rappelle qu'ils ont annoncé des intégrations de Teams, Office et Windows. Il y a même une vidéo où le PC est streamé dans le casque sur 3 écrans géants virtuels, via supposément donc un bureau virtuel de type Windows 365. Et ils sont aussi partenaires avec Autodesk et Accenture. Alors autant Autodesk, je peux voir quand même, puisque il y a la création de 3D, tout ça. La création de 3D en réalité augmentée à plusieurs, c'est vrai que ça peut être vraiment cool. Enfin franchement, je pense que ça peut vraiment avoir une belle valeur ajoutée. Autant Accenture, j'ai un peu plus de mal. C'est des consulting, je sais pas trop. Bon, s'ensuit un discours un peu maladroit où Mark dévoile sa vision de l'ouverture. Alors disons que pour lui, que Meta ne fasse pas tout seul, mais s'allie avec d'autres grosses boîtes, c'est ça l'ouverture. Il va même jusqu'à dire que, je cite, si on regarde ce qu'a fait Microsoft dans les années 90 et 2000, ils étaient le principal écosystème, l'écosystème ouvert était gagnant. Donc voilà, le Microsoft des années 90-2000 est pour Mark le symbole de l'ouverture. C'est les années Ballmer, ce philanthrope humaniste. Alors pour les plus jeunes, on rappelle quand même viteuf que Microsoft dans les années 90 croule sur les procès en abus de position dominante et considère Linux comme un cancer. Ça a été dit par Ballmer en 2001. Ils ont fait payer des pénalités sur des ordinateurs non Windows, ils ont essayé de tuer Netscape pour promouvoir Internet Explorer, qui imposait lui-même ses propres standards du web en pourrissant les autres. Ils ont essayé d'étouffer QuickTime, ils ont eu un procès avec le gouvernement pour monopole en 2001, ça aboutit d'ailleurs au choix du navigateur à l'installation. On va pas refaire toute l'histoire, mais disons que l'exemple de celui qu'on écrivait Microsoft avec un $, tu sais, à une certaine époque, est un petit peu mal choisi. Alors, c'est vrai que dans ces années-là, Microsoft faisait aussi des partenariats, alors qu'Apple, qui est plutôt dans le viseur de Zuckerberg, faisait un peu tout seul. C'est vrai aussi que le Quest est plutôt ouvert, finalement, on peut sideloader des applications, tout ça. Après, c'est pas parce qu'on a une API d'une grosse boîte dans l'écosystème d'une autre grosse boîte qu'on est dans du GNU, quoi, tu vois, dans du GNU Linux et ouverture, FSF et compagnie. Non, faut pas, il y a du Office sur Mac, et ça reste Mac. Donc, comparer l'écosystème Meta, donc le Quest, le Quest avec l'univers PC, c'est absurde en fait, parce que le Quest c'est quand même une exclusivité Meta. Vous avez jamais vu un Quest fabriqué par Acer par exemple. Donc là la comparaison est très étrange, et en attendant, Resident Evil 4 est une exclu Meta. Les développeurs de jeux doivent filer droit, sinon ils pourraient se faire virer du store. Et Meta continue son rachat compulsif de studios de jeux VR. Il y a eu 3 nouvelles acquisitions récemment, Armature, qui a justement développé le Resident Evil 4, il y a Camouflage, qui était derrière Iron Man VR, qui était une exclue PSVR, mais bon, plus maintenant. Il y a Twisted Pixel, à qui l'on doit Wilson Art. En tout, Meta doit avoir une bonne dizaine de studios VR, désormais, dont des pointures comme Red Dead Down. Donc, on a beau essayer il a beau essayer de rassurer en insistant sur le fait qu'ils font pas tout seul, Meta est de plus en plus dominant sur la production de jeux VR, autant que sur la diffusion. Ce qui le met même dans une position de se faire taper sur le doigt par la FTC, qui lui a interdit de racheter Within. Tout ça rapporte. Tout ça rapporte un peu quand même. Meta partage quelques chiffres d'ailleurs. Un tiers des 400 apps sur Quest 2 font 1 million de chiffre d'affaires. 55 ont rapporté plus de 5 millions. 33 plus de 10 millions. The Walking Dead a fait 50 millions de dollars. Voilà. Resident Evil 2 a fait 2 millions de dollars en 24 heures. Bon, c'est un marché relativement petit, mais qui se porte pas si mal et qui est en croissance. Bon, alors c'est peut-être parce que c'est un marché qui est encore petit, mais bon, c'est Meta et l'ouverture, c'est vrai que c'est un concept assez rigolo. Il y a un article d'ailleurs de The Verge qui revient là-dessus. J'imagine que tu l'avais probablement vu, mais qu'est-ce que Mark Zuckerberg pense en mentionnant l'ouverture justement. Et je vous le rajoute dans les notes de l'épisode, mais effectivement ça reprend tous ces éléments-là. Et effectivement sur le fait, un truc tout bête, mais Horizon Worlds c'est pas du tout un truc que tu peux exploiter avec d'autres casques par exemple. Il y a que des contre-exemples. Mais oui, Meta, on est ouvert, mais en fait, ils rachètent tout le monde et il y a quasiment, pour avoir le plus possible d'exclus Meta. Ok, du coup, je sais pas, pas grave. Ok, est-ce que on a fini avec j'ai pas suivi les liens du conducteur du coup pour savoir si on est à jour ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur Meta que tu voulais partager, Guillaume? On a beaucoup parlé, on peut terminer en mode SMS, scandale Meta de la semaine. En plus, il y en a 2. Écoute, c'est que tout ce volume médiatique sur le métaverse occulte de manière fort commode quand même tous les autres problèmes.
nombreux et souvent récurrents de Meta, soucis structurels, soucis financiers ou législatifs, et toutes les critiques dont on a déjà beaucoup parlé, évidemment. Mais bon, en plus, il y a les bons vieux scandales. Les bons vieux scandales qui tâchent. Et ces derniers en date concernent l'Inde et OnlyFans. Séparément, parce que je sais pas si OnlyFans a beaucoup de succès en Inde, je pense pas. Bref, un journal indien qui s'appelle The Wire, comme la série, affirme que le parti au pouvoir s'est vu confier par Facebook un accès à Crosscheck. Alors, si vous vous souvenez de Crosscheck, c'est ce programme qui permettait, au cas par cas, de faire des entorses aux règles de la plateforme. À conserver un influenceur sulfureux qui fait du chiffre, tu vois, ou l'inverse. Et là, le BJP, c'est le parti au pouvoir, alors c'est le Bharatiya Janata Party, aurait utilisé Crosscheck pour virer les posts critiques envers lui ou le régime. Bon, Meta conteste vivement ces affirmations, c'est à suivre. En ce qui concerne OnlyFans, c'est encore plus croustillant, forcément. Donc Meta est attaqué par des acteurs porno qui l'accusent d'avoir favorisé OnlyFans en les blacklistant, ou en virant leurs posts, tout en gardant ceux du site vidéo préféré des petits et des grands, mais surtout des grands. Et encore plus joli, désormais, ils accusent même donc Christian Perella, Nicolas Mendelsohn et Nick Clegg d'avoir reçu des pots de vente d'OnlyFans. Or, ce sont 3 cadres très haut placés de Meta. Nick Clegg, il s'est ex-premier ministre de Cameroun, c'est bien lui, et vice-président de la politique internationale de Meta. Bon, rien n'est prouvé pour le moment, leur nom figure dans le dossier, donc peut-être c'est encore un énorme scandale en perspective, on verra ça. Sur l'affaire The Wire, tout ça est à prendre avec des grosses pincettes quand même, parce que tu as suivi notamment les copies d'écran qui sont vachement, qui servent d'ailleurs d'éléments de plainte, qui sont vraiment sujets à beaucoup de critiques. Je pense que tout ça est à prendre avec à ce stade beaucoup de pincettes, mais effectivement, ça n'occulte pas toutes les affaires qui concernent Facebook. Et quand je parle de Facebook, je parle pas du réseau social, mais de l'ancienne entreprise telle qu'on la connaît culturellement. Trop cool. Et on va continuer avec une autre rubrique dans ce supplément de Tech Café, parce qu'on parle de réseaux sociaux. Forcément, on se doit de parler du rachat du réseau social le plus sulfureux qui soit. Non, je ne parle pas de Twitter racheté par Elon Musk, mais de Parler, racheté par Kanye West. Je suis à peu près persuadé que ce rachat va aboutir beaucoup plus facilement que le rachat de Twitter par Elon Musk, mais on doit quand même un peu s'attarder sur ce sujet, Guillaume. Oui, ah bon, ah oui, déjà Elon Musk c'est lourd. C'est notre mission. Mais oui, déjà Elon Musk c'est lourd, mais là je vais vraiment pas essayer de comprendre Kanye West. Je refuse. Je refuse de comprendre pourquoi il a débarqué à la Fashion Week avec un t-shirt White Lives Matter. Bon, il est blague à Kanye West, au cas où vous auriez la chance de pas le connaître. Je refuse de creuser son tweet à propos d'une DEFCON 3 sur les juifs, pour lequel il s'est fait d'ailleurs temporairement bannir. Il y a une connivence d'ailleurs virile avec Elon Musk, voilà. Bon, c'est un petit peu comme si les États-Unis avaient leur dieu donné, mais en plus il chante, et il est très riche. Sa fortune personnelle serait estimée à 2 milliards de dollars. Alors, un avantage de Kanye, qui se fait désormais appeler Ye, c'est que on sait qu'il est bipolaire. On le sait en fait, qu'il a un problème, il est bipolaire, donc au moins on sait que c'est pas la peine de trop chercher à comprendre des fois. Alors que pour Elon, on a toujours un maigre espoir. Bon, toujours est-il qu'après son ban de Twitter et Instagram, Kanye s'est mis dans la tête de racheter Parler, un peu comme ce poteau Elon veut racheter Twitter. Parce que les opinions conservatrices sont considérées comme controversées dans notre monde, je cite, donc c'est toujours les mêmes bails sur la censure, des pauvres gens de droite qu'on entend, il est vrai, tellement peu dans l'espace public. Bon. Alors donc cette pauvre majorité silencieuse, veut les secourir en rachetant probablement Parler, pour l'instant c'est pas clair, probablement pour une somme inconnue, mais probablement beaucoup moins importante que Twitter, parce que Parler en a, disons, pas le même volume. Même en comptant les bots de Twitter, Parler c'est une boîte privée, donc on n'a pas d'infos, mais NPR estime le nombre d'utilisateurs quotidiens à 40 000. C'est 237 millions sur Twitter. C'est donc 6 000 fois moins, grosso merdo. Donc ça tombe bien parce qu'Elon c'est 200 milliards de fortune perso, donc il est quand même 100 fois moins riche. Donc c'est bien qu'il achète un réseau qui est 6 000 fois moins fréquent, et donc espérons pour lui 6 000 fois moins riche. 6 000 fois moins cher. Tout est cohérent. Alors bien sûr, le boss de Parler s'en félicite, dire que ça va changer le monde, tout ça. Ah oui. Bon, je doute un peu. C'est vrai qu'on pourrait se dire que Kanye West pourrait booster les taux, booster beaucoup l'audience de Parler, qui est quand même très très célèbre. C'est vrai, mais ça c'est s'il utilise exclusivement Parler. Ce que Kanye ne fera pas, parce que Kanye c'est un animal médiatique, il peut pas se permettre ce genre de truc, il existe que par les médias, il va pas aller s'enterrer exclusivement sur une plateforme qui a 40 000 utilisateurs par jour, en attendant patiemment que ça monte. Le problème c'est qu'il y a plus trop de
de plateformes sur lesquelles il a la possibilité de s'exprimer. Il s'est fait virer mais il est revenu. d'Instagram, il s'est fait virer de Twitter. Il est revenu sur Twitter. C'est un ban temporaire, il est revenu. Hein. D'accord, je pensais que c'était définitif. Non, c'est pas du tout définitif. Donald Trump, dont le ban a été définitif, n'a pas voulu non plus être la tête de proue de Parler d'ailleurs, ce qui est quand même assez étonnant. Il voulait son propre réseau à lui, son propre réseau qui pédale en ce moment dans un chaudron de semoule. Bon, quant au problème de toute façon de la liberté d'expression au sens de Kanye ou au sens d'Elon Musk, évidemment c'est du vent. Toute application de toute façon a besoin des App Store pour exister. Parler et Truth Social ont eu toutes les peines du monde à se faire publier. Parler a dû mettre en place d'ailleurs une politique de modération, quelle qu'elle soit en tout cas, pour arriver sur Google Play, parce qu'ils se sont fait virer plusieurs fois. Et je parle même pas des simples contraintes légales dans chaque pays, ni des enjeux de monétisation, avec des annonceurs qui ont aussi leurs propres exigences, et des plateformes de paiement qui ont aussi les leurs. Parce que un repère libertarien rempli de complotistes antisémites, ça a peu de chances d'avoir des pubs Nestlé, tu vois. Donc voilà, et ça a peu de chances de se monétiser facilement, globalement. Alors pourquoi parce qu'au moins, Elon fait semblant d'avoir un grand projet pour Twitter. Il va en faire une sorte de gros WeChat. Bon, pour ce que ça vaut, il y a au moins un enjeu business derrière, tu vois. Pour Kanye, je sais pas, ça ressemble plus à un coup de tête quand même. Hein, et surtout, s'il voulait une solution de repli en cas de ban de Twitter, il a qu'à s'inscrire sur Parler et publier sur Parler. Je veux dire, il n'a pas besoin de l'acheter. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'il l'achète ? Ça va l'aider, hein, ça va aider Parler. Maintenant, est-ce que ça va changer le monde ? Ça reste à voir. Je me demande si ces personnes sont bien conseillées, c'est-à-dire qu'on a vu au travers des échanges de messages dans le cadre du procès Elon Musk versus Twitter. Conseiller Kanye West, ça doit être du sport. Hein. Voilà, c'est ça. Ça doit pas être évident. Et je pense que les gens de son entourage doivent très très vite encenser la moindre idée qui lui passe par l'esprit et qu'il a envie de formuler. Et je pense même que quand il demande des avis sur ses idées, si tant est qu'il les demande, je pense que de toute façon, il y a pas forcément d'objectivité pour lui dire, mais ok, tu peux le racheter, mais pourquoi faire ? Tu vas gagner de l'argent comment avec ça ? Peut-être qu'il le fait uniquement par vocation de l'acheter par souci de le maintenir et de le rendre visible, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça ? Bon. Et justement, donc du coup, évidemment, hein, pendant qu'on en parle, on a une petite section Elon Musk qui fait un petit peu du boudin vis-à-vis de la mise à disposition de Starlink en Ukraine et qui vend, j'ai bien suivi, hein, Guillaume, j'espère que je me suis pas trompé, mais du parfum à l'odeur de poil brûlé. Oui, Elon en roue libre, comme d'habitude. Bon. Ça fait bizarre quand j'annonce ces sujets-là. Toujours. Hein. Après avoir râlé que ça commençait quand même à faire cher, tous ces kits Starlink envoyés en Ukraine, Elon a envoyé la facture au Pentagone. Il paraît que les généraux ont pété un câble. Et c'est pas les seuls. Sur Twitter, il s'est fait sortir en planche. Hein. Des Ukrainiens ont même rétorqué qu'ils payaient de leur poche pour leur part. Bref, de guerre lasse, si j'ose dire, Elon a fini par dire « Au diable, même si ça coûte un bras, on va continuer. » Bon, littéralement. Pendant ce temps, sa boîte, effectivement, Boring Company, sort un parfum, parce qu'ils sont polyvalents quand même, ça, ces gens. Hein, je veux dire, ils sortent un lance-flamme, un parfum, je sais pas quelle autre connerie. Donc, voilà, parfum de poils brûlés. Ça sent quoi les poils brûlés ? Aucune idée. Bon, c'est un coup de com' un peu débile, qui a eu évidemment un retentissement énorme, comme d'hab, et franchement, ça laisse songeur, parce que Elon lui-même disait que Twitter était capital pour l'avenir de notre civilisation, c'est pour ça qu'il voulait le sauver en le transformant, pour le bien de la civilisation, comme quand il veut aller sur Mars. C'est pour faire de nous une civilisation multiplanétaire. C'est donc eux, les Kanye West, les Elon Musk, qui se posent en sauveur de notre civilisation. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Quand c'est ceux avec les plus gros comptes, les plus gros melons qui veulent nous sauver de nous-mêmes, je sais pas, quand même, faut commencer à se méfier, quoi. L'acquisition de Twitter devrait se conclure ce mois-ci, et franchement, il y a quand même de quoi inquiéter les employés de Twitter, et même les autres, et même les utilisateurs. Alors, les employés de Twitter en premier, hein, c'est les premiers à se poser des questions. Il y en a beaucoup qui songent tout simplement à partir. Il y en a même qui témoignent, disent ils regretteront vraiment leur temps à Twitter, mais pas la dernière année. Dans le cas de l'analyse de Twitter un petit peu, il y a une fonctionnalité qui est en cours de réflexion qui est celle d'empêcher pardon, qui est celle d'empêcher quiconque de nous mentionner. Ah, excuse-moi, je perds ma voix. Ah, je vais reprendre. Au sujet de Twitter, il y a une fonctionnalité qui est en cours de réflexion, c'est celle qui viserait à limiter qui peut te mentionner. Évidemment, le but, c'est de limiter les interactions haineuses et les harcèlements. Mais la question que je me posais, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est simple chez Twitter de développer une fonctionnalité en ce moment ? Tu sais,
les équipes qui développent les fonctionnalités, comment ils font en ce moment? Ils ont des PowerPoint, ils les montrent à qui? Ils les font valider à qui? Qui leur dit OK, ça passe en prod? Qui leur dit il faut retravailler la copie? Techniquement, il y a toujours Paragrawal, hein, attention. C'est vrai, c'est vrai. Mais le contexte est quand même sensible, je pense. Enfin, oui, t'as raison, c'est lui qui décide de toute façon. Et au passage, hein, quand Elon Musk annonçait la sortie du parfum, il disait bien entendu qu'on pouvait le payer en Dogecoin. Tout va bien. On va se tourner un petit peu en direction de l'espace, Guillaume. On aime bien parfois lever la tête et regarder les étoiles. Et oui, c'est une rubrique très space, hein, donc allons-y, allons vraiment dans l'espace. Kuiper, en parlant de milliardaire avec le melon, pourquoi ne pas parler de Jeff Bezos et de sa constellation Kuiper? Parce que il est un petit peu en retard, Jeff, avec sa constellation quand même, hein, vis-à-vis de Starlink. Et donc, dès début 2023, 2 prototypes de satellites Kuiper 1 et 2, on reste sobre dans les noms, ils seront lancés sur une fusée Vulcain. C'est quelques mois plus tard que prévu, mais bon, ça reste correct. Par contre, il ne va pas falloir trop traîner, parce que Kuiper, ça devrait être à terme 2336 satellites. Et pour commencer le boulot, va falloir que la moitié soit lancée avant 2026, soit 1618 satellites, pour les amateurs de précision numérique. 2026, pourquoi? Pour des raisons de licence de fréquence. La FCC lui a attribué des fréquences pour un certain temps, il a intérêt à les exploiter. Bon. Donc à partir de mi-2023, après ajustement des protos, hein, forcément, qui va être très nécessaire, ça veut dire donc qu'en moins de 3 ans, et il va falloir lancer 1618 satellites, donc ça va lancer dur quand même. Hein. Pour l'instant, il y a 36 lancements qui sont prévus avec des fusées Vulcain de la United Launch Alliance. C'est la boîte conjointe Boeing et Lockheed Martin, qui doit donc proposer sa fusée Vulcain à la NASA aussi. Mais pour le moment, elle doit encore faire ses preuves, elle aussi, hein, puisqu'elle volera pour la première fois en décembre. Donc il y a une pression quand même sur les 2 boîtes, en fait, sur Kuiper comme sur l'ULA, qui utilisera des moteurs Blue Origin, et il n'y a pas de hasard. Blue Origin eux-mêmes pourront aussi d'ailleurs effectuer des lancers, le cas échéant, ainsi qu'Ariane Espace, et vous l'avez compris, n'importe qui sauf SpaceX. Voilà, parce que le grand rival de toujours. Alors SpaceX qui, pendant ce temps, bat son propre record de lancement annuel, hein, je crois qu'ils en sont déjà à plus de 31, et qui annonce planifier un voyage touristique autour de la Lune. Pendant quelques années, il y a 2 des sièges qui viennent d'être réservés par Denis Tito et sa femme. Alors Denis Tito, c'est le premier touriste de l'espace, il y a une vingtaine d'années, il est allé sur la station spatiale, et il a déjà 82 ans, du coup. Bon, et le truc ne se fera que dans quelques années, donc on peut se poser un petit peu la question, mais finalement, c'est pas un obstacle, parce que William Shatner est bien parti en balade en Blue Origin, en capsule Blue Origin, à 91 ans. Je n'avais pas calculé qu'il était aussi vieux, William Shatner. Je l'ai vu passer, mais il a 91 ans. D'ailleurs, ça l'a beaucoup marqué. Il a été bouleversé de voir la fragilité de notre planète et l'insignifiance de notre monde. C'est ce qu'on appelle l'effet surplomb, parfois, quand on veut être un petit peu, quand on veut faire style. Mais bon, c'était assez émouvant quand même de le voir à ce point ébranlé, de le voir en parler comme ça. Il en a beaucoup parlé, il a fait des vidéos d'ailleurs pour. Et il a dit un truc assez joli finalement quand il est revenu. Il a dit j'espère ne jamais m'en remettre. C'est joli, non? Oui, c'est très beau. C'est effectivement très très beau. Ça me laissait sans voix. Effectivement. Je suis paumé dans le conducteur du coup parce que je regardais en plus en trame de fond une nouvelle fois la vidéo où il y a l'interaction avec Jeff Bezos. On parle de Dart. Oui, la vidéo avec Jeff Bezos où il fait péter le champ. Qui a beaucoup buzzé sur les réactions qu'il avait avec le champagne, effectivement. Après, je trouve qu'on est pour le coup, étonnamment, je ne serais pas aussi sévère parce que il y a ce segment, si tu veux, où il y a beaucoup un énorme décalage entre les plus jeunes qui sortent, parce qu'il n'est pas seul hein, dans la cabine, il y a aussi des jeunes qui sortent, après ils sont accueillis par deux nanas, puis il y a Jeff Bezos et tout. C'est un moment, tu vois, c'est un moment joyeux, et c'est vrai que lui, Shatner, il est en total décalage, puisqu'il est ultra, il est bouleversé complètement, et il veut absolument, il est très très ému, il veut absolument en parler, donc il en parle à Jeff, qui est aussi sollicité par ailleurs, et qui donc fait péter le champ. Et effectivement, il y a un énorme décalage entre les deux qu'on peut interpréter d'une manière assez sévère. Et c'est vrai. Surtout quand tu vois que le petit segment où il se désintéresse du propos pour le champagne. C'est ça. Mais en fait, dans la totalité de la vidéo, après, Jeff discute avec Shatner quand même. Je veux dire, il passe un moment quand même à discuter tous les deux, et il l'écoute, et c'est un peu moins violent qu'on veut bien le présenter parfois, même si après, Bezos a pas l'air. Disons, il reconnaît, si tu veux, que c'est, vraiment émouvant et tout. Mais je trouve qu'on a été un peu sévère peut-être avec cette vidéo.
j'ai l'impression. C'est un petit peu... il y a une mauvaise intention en faisant circuler juste le petit extrait qui va bien et le pointer du doigt. Quand on regarde la vidéo dans l'ensemble, c'est un petit peu nuancé. On continue sur l'espace, Guillaume. Oui, il y a quelques mois ou années, je sais plus, on avait parlé de DART, un projet de cracher violemment une sonde spatiale sur un petit astéroïde qui fait dans les 200 mètres pour voir si on arrivait à le perturber suffisamment pour espérer un jour peut-être éviter le destin funeste du Diplodocus. Voilà, le destin funeste du Diplodocus, je parle pas des flatulences, hein, même si je l'avoue, vu la taille de la bête et la quantité de plantes que ça doit bouffer par jour, t'imagines que ça doit être spectaculaire quand même. Oh oui, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Tiens, déjà une vache, ça doit faire. une vache, c'est quand même bon. Mais t'imagines un Diplodocus. Le volume, c'est tellement massif, ça devait être massif aussi, quoi, tu vois, c'est... L'odeur. Mais peut-être que c'était une arme d'autodéfense, en fait, contre les tyrannosaures. T'imagines, les tyrannosaures l'attaque, on sait jamais, on peut pas ça le a savoir. contribué à leur déclin, d'ailleurs, parce que c'est difficilement supportable. Tu veux dire l'effet de serre dû aux flatulences de Diplodocus? Bah ouais, c'est ça. Le volume, ça devait être... Peut-être c'est ça, en fait, ils ont cuit. Il n'y avait peut-être pas d'astéroïdes, en fait, c'est comme ça qu'ils sont morts. Bref, revenons à DART. Oh, le bruit. T'imagines le bruit? Non, mais c'est fou. Si on commence à partir là-dessus, c'est dangereux. Bon, enfin, donc, revenons à DART. Et ben donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on l'a fait, voilà, on a envoyé la sonde, hein, elle s'est bien kamikazée toute seule sur Dimorphos, ce petit astéroïde qui en fait orbite, tourne autour d'un plus gros astéroïde qui s'appelle Didymos. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi, en fait, parce qu'on connaît très précisément ces périodes de révolution autour de Didymos, et qu'on s'attend à ce qu'une grosse tarte comme il a reçu le perturbe assez pour provoquer une différence mesurable dans ses périodicités. Et ben c'est le cas. Voilà, la périodicité est passée de 11h55 à 11h23 minutes, ce qui représente une baisse de 4%, qui implique que Dimorphos est plus proche de plusieurs dizaines de mètres de Didymos, et c'est bien au-delà, en fait, de ce qu'on attendait. C'est un succès total, en fait, c'est même mieux que ce à quoi on s'attendait. Et donc ça, c'est quand même hyper réjouissant, je trouve. Il y a quelque chose d'assez incroyable de se dire qu'il y a toute cette traînée, d'ailleurs, façon comète, qui a été créée par l'impact de DART, comme ça. C'est assez fou. Quand on a vu les images, c'était vraiment bluffant. On les a vus alors dans un direct tout à fait relatif, hein, comme toujours sur ce genre d'événement. Mais quand tu vois l'image comme ça se rapprocher de DART qui s'explose la gueule sur le caillou, c'est assez dingue. Et puis on l'a conclu cette rubrique autour du space, Guillaume. Oui, très rapidement pour finir sur un truc futuriste aussi et très prometteur, c'est le projet Starline qui sort finalement des labos. Alors perso, le projet Starline, c'est un des trucs qui m'avait le plus marqué l'an dernier à la Google I.O. À la base, parce que vous vous souvenez, c'était un équipement de vidéoconférence, hein, tout simplement, mais la différence c'est que l'écran donne un effet 3D et d'une précision de rendu qui donne vraiment l'impression que la personne est là. Donc Starline, c'est pas juste un écran, c'est une sorte de cabine avec le nécessaire pour vous filmer vous en 3D super haute résolution, une connexion spéciale aussi ultra rapide et un écran ultra calibré où les gens apparaissent en 3D à la bonne taille et en couleur. Enfin, c'est quasiment à ce... En fait, on a l'impression que les gens sont là et qu'on leur parle derrière une vitre, comme en prison. Donc, mais bon, c'est pas très flatteur. Donc je préfère dire que c'est nécessaire de visio holographique. Voilà, et cette visio holographique est très aboutie et finalement, elle était donc restée chez Google. Il y a quand même une centaine de boîtes qui sont venues voir l'installation chez Google. Et là, elle va s'aventurer hors des labos en fait pour aller en test dans des bureaux de plusieurs grosses boîtes, dont Salesforce, T-Mobile, WeWork. Et donc chacune aura 2 unités, donc je suppose que pour installer dans 2 bâtiments éloignés, hein, j'imagine. Et donc c'est un tout début. Alors évidemment c'est loin d'une diffusion grand public, mais bon ça avance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est l'exact opposé de la VR à la méta. C'est une rencontre virtuelle réelle en fait. C'est une rencontre virtuelle mais sans casque, sans avatar, dans un vrai canapé moelleux. Et donc c'est vraiment une approche intéressante de voir ces deux approches qui sont diamétralement opposées quand même. Moins coûteuse technologiquement parlant, je parle pas de coûts financiers, mais de coûts en ressources technologiques finalement pour arriver à un résultat. Alors je sais pas pourquoi tu dis ça, pourquoi? Parce que ça implique quand même peut-être moins de technologie d'installer ce type de cabine que de faire fonctionner des réseaux de casques avec la restitution des avatars de manière très détaillée, très convaincante. J'en sais rien. Disons que pour qu'il y ait ce niveau de qualité, il faut quand même qu'il y ait très peu de latence, une énorme bande passante.
ce qui est quand même pas complètement acquis. Et d'un autre côté, c'est quand même des installations assez lourdes. Alors évidemment, on peut les mutualiser. La différence, c'est qu'effectivement, le casque, il est à toi, il est obligé d'avoir une casque par personne, alors que là, c'est mutualisable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, déjà, vous pouvez être 2 ou 3 dans le truc. Et puis évidemment, tout le monde peut l'utiliser. Voilà, les gens peuvent aller, venir, ça peut être utilisé par plusieurs personnes. Donc, c'est tellement différent que c'est assez compliqué de comparer en termes de coûts techniques. Je sais pas vraiment, en fait. Je sais pas. Interprétation un peu hâtive de ma part. Je sais pas. Ok. Je peux pas te dire. À creuser, on verra. On va changer de rubrique. Alors, tu l'as savamment nommé. Alors, c'est intéressant comme artifice. Tu vas pouvoir y greffer plein de choses sympas. Les chiffres et les lettres, Guillaume, a commencé par... un morceau de nuage que tu as acheté. Je savais pas que tu avais craqué ton pelle, Guillaume. Un morceau de nuage, oui, mais c'est poétique, écoute. Et puis on continue un petit peu avec Google comme ça, puisque il y a eu la Google Cloud Next, la conférence donc la semaine dernière, qui est un petit peu le pendant d'Ignite chez Microsoft. D'ailleurs, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire deux mots? Il y a eu pas mal de services IA annoncés, donc il y a une sorte de self-service de traduction automatique. Du traitement de documents aussi, extraction d'infos automatisées, classification automatisée. Il y a Vertex AI qui s'enrichit avec des modèles de vie visuelle, donc des modèles d'analyse d'images. Il y a Google qui veut pousser OpenXLA, qui est un compilateur open source pour le machine learning, qui s'adapte un petit peu à tous les hardware. Ils ont parlé du partenariat avec Intel aussi, où il va y avoir des instances Google Cloud sur des Xeon de 4e génération. D'ailleurs, ils ouvrent aussi de nouvelles régions de Google Cloud, ça s'étend encore un peu plus. Mais il y avait aussi une nouvelle un petit peu surprenante à la Cloud Next, puisqu'en 2023, certains clients pourront payer en crypto-monnaie. Alors ça paraît un peu étonnant, surtout en ce moment, mais en fait, c'est un partenariat plus large avec Coinbase. Donc Google va utiliser Coinbase pour gérer ses cryptos, les échanges avec ses clients et tout, mais en retour, Coinbase va utiliser le cloud Google, et même offrir des services de modélisation financière basés sur les machine learning Google. Donc un gros contrat, je suppose, pour Google. Alors payant quoi ? Je sais pas. En bitcoin, en dollars, en dogecoin, je sais pas, mystère. Mais bon, je suis pas sûr que Coinbase lui-même paye en crypto. D'ailleurs, je sais pas non plus quelles cryptos seront acceptées par Google. Et bon, il serait quand même un peu cocasse que Google, qui a des ambitions carbone très élevées, n'est-ce pas, accepte des paiements en bitcoin. Parce que la neutralité carbone en 2030, c'est un objectif qui est très louable. Mais le faire en cautionnant une crypto qui a un impact qui, aux dernières études, est équivalent à l'industrie de la viande ou à celle du pétrole brut, ça donnerait pas une très bonne image, j'imagine. Ça aiderait pas dans le bilan carbone de l'entreprise, ça c'est sûr. On continue un petit peu sur notre lancée autour du Web3, mais assez proche de nous, Guillaume, avec de l'entreprise française. Mais le saviez-vous, EDF a une filiale Web3 crypto qui s'appelle Exaion. Moi non plus, j'en savais rien. Mais apparemment, Exaion offre des services au Web3 et possède même des nœuds Tezos, Avalanche aussi, etc. Et c'est apparemment une petite boîte d'une 30aine de personnes, en tout cas d'après ce que j'ai vu écrit, qui a profité donc de The Merge pour mettre en place aussi des nœuds Ethereum. Donc Tezos et Ethereum désormais alors Ethereum aussi, donc désormais sont des chaînes Proof of Stake, toutes les deux. Donc participer à la blockchain ne consomme pas particulièrement d'énergie, il faut laisser le serveur allumé en gros, mais c'est tout. Donc ça demande très peu de travail. Par contre, ça demande de l'argent à mettre en jeu. Donc Exaion, donc EDF, a donc choisi d'investir dans Ethereum, concrètement, ils ont 150 nœuds, donc ça veut dire qu'ils ont payé à chaque fois une certaine quantité d'Ether. Donc ça représente évidemment, ils seront rémunérés pour ça, alors évidemment à la validation d'un bloc. Je ne sais pas combien ils ont mis, donc je ne sais pas évidemment combien ça va leur rapporter, ça dépend, mais clairement c'est peu connu, mais finalement voilà, EDF investit dans la crypto d'une manière qui apparemment est vraiment de l'investissement avec un retour passif, puisque c'est ça que tu fais quand tu stakes en fait. Mais ils investissent aussi dans la crypto active, puisqu'en proposant des services. Donc voilà. Donc ça lui génère un revenu déjà. Alors combien, évidemment, je ne sais pas, ça dépend de combien ils ont mis en jeu. Mais c'est marrant à voir, c'est pas vraiment connu, quoi. Eh ben, le monde de la crypto-monnaie continue en tout cas, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sujet qui ne faiblit pas, c'est celui des hacks dans le domaine de la crypto-monnaie justement. Ah bah oui, puisqu'on parle de crypto, alors citons que si tout se passe comme prévu, 2022 devrait crever les plafonds en termes de vol de crypto-monnaie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs de hacks crypto, absolument. Alors qu'il y en a plusieurs par semaine. Mais bon, ça sera un peu monotone en fait, parce que vraiment, il y en a plusieurs par semaine, donc tous les cités, même si certains sont spectaculaires. 114 millions pour Mango Market, 560 millions pour le BSC Token Club, donc voilà, c'est un rapport de Chainalysis qui est sorti le 12 octobre et 720 millions avaient été dérobés dans les 11 jours précédents. Et on est à plus de 3 milliards sur 125 hacks, et l'année n'est pas finie.
Donc, les chaînes les plus visées pour l'instant, c'est Solana et la chaîne de Binance. Pour le moment, Ethereum est en bonne place aussi. Hein. Et les types de hacks évoluent. Très longtemps, c'était les bourses qui étaient ciblées comme c'est des cibles privilégiées. Elles se sont probablement un petit peu renforcées. Et désormais, c'est l'ensemble des projets de finances décentralisées qui sont touchés. Et à 2/3, c'est ce qu'on appelle les ponts d'échange, les cross-chain, les ponts d'échange cross-chain. Donc, ce sont apparemment les maillons faibles pour le moment, ces services qui offrent de transférer en fait des avoirs d'une chaîne à une autre, de faire communiquer des blockchains différentes. La sécurité, c'est toujours un enjeu. Et alors, il y a des marronniers éditoriaux, par exemple, dans le journal de 13h à la rentrée. T'as toujours les reportages autour de la rentrée scolaire avec les enfants qui pleurent en maternelle. Et dans les podcasts tech, on a un autre rendez-vous éditorial récurrent, c'est celui des mots de passe les plus utilisés dans le monde pour nous faire sourire et pleurer à la fois. Hein, Guillaume, le bilan 2022 est assez intéressant aussi. Et oui, c'est la saison. NordPass publie son rapport de l'année sur les mots de passe les plus utilisés au niveau mondial. Et au niveau mondial, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reste number one. Et oui, QWERTY... Il n'y a pas beaucoup de lettres, hein, d'ailleurs, dans ces mots de passe. Non, dans les premiers mots de passe, pas tant que ça, c'est vrai. Alors, QWERTY marche toujours très fort, en 4e position. Aussi. Détail incroyablement mignon. Au niveau mondial, chez les hommes et les femmes, il y a quand même un truc qui est une grosse différence, parce que donc, chez les hommes et les femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reste que number one. Hein. Le number 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5 chez les femmes, alors que les hommes sont nettement plus prudents en optant pour 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9. Alerte ironie. Hein. Mais ce qui est super choupi, vraiment, ce qui est super mignon, c'est qu'en 5e position, les hommes mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et les femmes, I love you. C'est pas adorable. C'est pas adorable. C'est vrai que c'est mignon. Et attendez, il y a encore beaucoup plus mignon en France. C'est bisounours et compagnie, parce que chez les femmes, en position 5 à 10, on a loulou, doudou, soleil, chouchou, chocolat et je t'aime. Ça s'invente pas. Hein, alors que chez les mecs, c'est gros crasseux là. On a 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, Azerty Biop et Marseille. Non mais franchement, bravo. Aucune subtilité. Oh, Marseille, bravo. N'importe quoi. On aime les auditeurs marseillais. Je te jure. Donc voilà, alors il y a plein d'autres... Il y a Naruto en 135e. On en repasse. Non mais c'est très rigolo en fait. Il y a plein de détails super marrants et bon voilà, alors c'est rigolo, mais bien sûr, tous ces mots de passe sont super nuls et craqués en moins d'une seconde. Alors d'ailleurs, quels sont les meilleurs mots de passe en fait ? Est-ce que faire des phrases longues comme ça, mais faciles à se rappeler, comme on préconise de faire finalement, est-ce que c'est en pratique, est-ce que c'est une bonne méthode ? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, pourquoi ne pas demander à un craqueur de mots de passe professionnel ? Parce qu'il y en a, il y a un gars qui s'appelle Jeremy Gosny, par exemple, Goni, bon, je sais pas trop comment on dit. Il a co-développé un logiciel qui s'appelle H4, et il est aussi CEO d'une boîte spécialisée qui s'appelle TerraH. Alors, quand on parle de craquer un mot de passe, ici, dans le cas de Jérémy, on entend offline. Que la plupart du temps, les mots de passe sont pas stockés en clair hein, sur un serveur, en tout cas, il faut l'espérer. Seul le hash, la signature cryptographique, l'est. Et ça suffit bien pour vous loguer, bien sûr, hein, puisque voilà, on hash ce que vous mettez, si les hashes correspondent, c'est bon. Donc imaginons que vous récupériez le hash de votre mot de passe, l'art de Goni, ça, c'est de le retrouver. Alors bien sûr, il y a la méthode de la force brute, donc voilà, vous faites toutes les possibilités, calculer le hash, ça va très vite hein, aujourd'hui, et pour des mots de passe pas trop longs, finalement, c'est tout à fait envisageable en fait. Mais donc c'est pour ça que caca n'est pas un mot de passe très très fort, parce que c'est, voilà, 4 lettres à mon avis, c'est craqué, même en force brute. Mais bon, maintenant, moi, je suis malin. J'ai mis un mot de passe long et impossible à deviner avec plein de mots. Parce que si c'est long, c'est bon, non ? Alors, Jérémy est un pragmatique, lui. Hein. Il se lance pas à l'aveugle complètement. Quelle tronche ont les mots de passe que les gens mettent en général dans un pays donné ? Eh ben, il y a une réponse. Et les réponses, elles se trouvent dans les énormes fuites de mots de passe qu'on voit passer régulièrement depuis 2010. En fait, il n'y a qu'à se servir. En 2009, ça a commencé en 2009, plus ou moins, parce que le site RockYou, qui stockait tous ces mots de passe en clair, a été hacké et ça a donné 32 millions d'exemples. Et ça, c'est quand même super pratique. Et depuis, chaque fuite de ce type permet d'affiner les statistiques et la méthodologie de craquage. Parce que, comme on vient de le voir, les mots de passe sont pas si originaux que ça, la plupart du temps. Hein. C'est évident que les mots de passe classiques sont testés en premier. Des mots classiques, voilà, chouchou, loulou, 1, 2, 3, 4, 5, bon, évidemment, et après on essaie les combinaisons. Parce qu'en fait, les humains, c'est des humains, ils pensent souvent pareil. Donc, craquer des mots de passe, c'est une question de psychologie plus que de technique. La plupart des gens utilisent un ensemble fini et pas si énorme de schémas, en fait. Utiliser un mot de passe, utiliser un mot du dictionnaire, un peu random avec une date, bah écoute, pas de problème, on utilise un dictionnaire, on fait quelques variations.
Bon, évidemment, ça peut faire beaucoup de possibilités, mais on peut faire des milliards de tests par jour de toute façon, donc pourquoi pas. Faire une phrase, pareil, on utilise un dictionnaire, et on sait que si vous utilisez, on sait aussi qu'on peut utiliser des noms de groupes de musique, des stars du sport, des villes, des lieux célèbres, des noms d'animaux de compagnie classiques aussi. Et oui, il y a les Médors, les sultans, les machins, les choupis, je sais pas quoi, ça revient ça revient assez fréquemment. Et si tu fais une phrase avec le nom du site devant, tu sais, tu mets le nom du site puis une suite de mots, ça aussi c'est classique, c'est fait assez fréquemment. Si on vous oblige à mettre des majuscules et des minuscules et des chiffres, vous allez mettre les chiffres à la fin et les majuscules au début, comme 99% des gens. C'est sûr. Alors oui, ça laisse un grand nombre de possibilités, mais avec une bonne machine, avec des GPU le cas échéant, 99% des mots de passe sont craqués en moins d'une semaine. Donc les seuls qui peuvent pas être craqués du tout, ou c'est très improbable, c'est les longues suites aléatoires que personne ne peut retenir littéralement. Après, rassurez-vous, une longue suite de mots, ça vous protège quand même pas mal online. Si la base de données n'a pas fuité et qu'on veut se connecter sur un site online, là évidemment c'est plus compliqué. Mais si la base de données a fuité, c'est plus difficile. Et en plus, par exemple, celle de LinkedIn a fuité en 2016 et elle a été craquée à 96% en une semaine. Et tous ces mots de passe, bien entendu, tous ces nouveaux exemples de mots de passe sont allés alimenter, bien entendu, le savoir-faire de Jérémy. Donc, Jérémy reconnaît qu'un gestionnaire de mots de passe, finalement, ça permet d'avoir des mots de passe longs, aléatoires et différents pour chaque site. Et que donc, c'est ça qui donne une protection optimale. À défaut, il conseille quand même surtout de changer de mot de passe pour chaque site. Parce que c'est vraiment la première étape vers une protection potable, c'est que votre vie numérique soit entière, soit pas compromise à la moindre fuite. Mais finalement, le mieux, et il le dit lui-même, pour qui est pourtant craqueur de mots de passe, c'est quand même son gagne-pain, le mieux sera encore de se débarrasser des mots de passe et d'opter pour une gestion par clé matérielle ou par biométrie, parce que les mots de passe, c'est trop problématique. Bon, comme ils sont de très loin les plus simples à mettre en œuvre, ils vont rester encore là un moment, donc il y a toujours un rapport coût-avantage, quoi. Et en attendant, je ne peux que vous recommander de mettre en place des gestionnaires de mots de passe, mais vous connaissez la rengaine, je vais pas la répéter. En 137e position, il y a un mot de passe qui résiste 2 heures et je ne comprends pas pourquoi, c'est Jennifer. Pourquoi est-ce que Jennifer résiste 2 heures alors que il y a... Ça, c'est une bonne question. C'est fou, hein. Ouais. Je regardais les durées, tu vois. Juste au-dessus, il y a Justin. Bon, il y a moins de caractères, 2 minutes. Il y a Princess One avec le chiffre 1, 1 seconde. Pourquoi Jennifer tient 2 heures? Est-ce que les Jennifer sont particulièrement chiantes et que les algorithmes évitent ce type de... Bon, je sais pas. Bisous à toi, Jennifer. Bisous à toutes les Jennifer qui nous écoutent, bien entendu. C'était qu'une supposition, je ne connais pas de Jennifer de mon côté. Allez, on va terminer avec la sécurité, mais qui touche aux drones, Guillaume. Et pour finir, on peut citer ces cas assez rares, mais qui arrivent quand même, de piratage par drone. Ça, c'est quand même assez rigolo, c'est pour ça que le site... C'est une boîte de finance qui a remarqué un truc bizarre un jour. Il y a un employé, enfin en tout cas l'appareil d'un employé qui apparaissait 2 fois sur le réseau. Donc il était logué chez lui, à des kilomètres, et pourtant l'adresse MAC de son PC était aussi présente dans le réseau Wi-Fi, donc local. Donc ils ont suivi le signal de l'appareil, ils ont utilisé un petit tracker Wi-Fi, tu sais, pour traquer l'intensité du signal, et ils sont arrivés sur le toit. Et là, sur le toit, il y avait 2 drones DJ qui étaient posés, qui étaient bardés de matos, un Raspberry Pi, des mini laptops GPD, des Click Edge, etc. Et bon, quelques jours auparavant, le même drone s'était baladé autour du périmètre de la boîte, et très probablement pour intercepter l'adresse et les infos Wi-Fi d'un employé. Et après, il était revenu, alors que l'employé n'était pas là, pour s'introduire dans le réseau Wi-Fi de la boîte, tranquille. C'est la 3e occurrence de ces attaques qui est connue, 3e occurrence connue de ces attaques depuis 2 ans. Donc c'est loin d'être une épidémie, c'est assez rare. En général, il y a des moyens plus simples de tout faire à distance. Mais pour des cibles vraiment très juteuses, apparemment certains veulent bien investir. Alors les attaques de ce type sont théorisées depuis 2011, mais finalement ça en 2015 ça a commencé à se voir. En 2022 finalement ça devient plus gérable parce que les drones grand public ont beaucoup évolué, ils sont beaucoup moins chers aussi, puis les attaques sont désormais possibles, mais en investissant un petit peu. Bon, ça restera sans doute marginal parce qu'il faut quand même une connaissance des lieux, il faut être présent pas trop loin, c'est quand même plus risqué, mais voilà, ça existe et c'est quand même assez original.
Ouais, c'est assez futuriste, c'est assez Black Mirror-esque par certains aspects, mais c'est bon à suivre. Si vous travaillez dans la sécurité, vous regarderez un petit peu plus sur le toit de l'immeuble de votre entreprise. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode supplément de Tech Café qui complète la veille que vous avez pu avoir dans l'épisode hebdomadaire. Évidemment, si cet épisode vous a apporté une info qui vous est utile, si vous avez passé un bon moment, si on vous a apporté un petit peu de sourire et de divertissement dans votre quotidien, je vous invite à aller sur patreon.com/techcafé pour aller soutenir le travail qu'on investit pour ce podcast. Ce sera évidemment avec un grand plaisir qu'on vous accueillera parmi les personnes qui acceptent de financer les émissions à la hauteur de la valeur qu'ils pensent juste. Et en contrepartie, pourquoi pas, de l'absence de la publicité. Merci beaucoup pour votre fidélité et grand temps que je vous rappelle où est-ce qu'on peut se retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver toi de ton côté à titre individuel? Dis-moi tout. Non, bon, moi, il va falloir que on me retrouve sur internet, sur tous les sites que j'ai, à changer les mots de passe sur la moitié de mes comptes. Probablement. T'as toujours pas de gestionnaire de mots de passe, Guillaume? J'y arrive pas. Les mots de passe changent. Le principe des mots de passe changera et tu n'auras pas fait le pas. Je pense que tu auras tenu bon. Mais je comprends, je te connais un petit peu, je comprends que ce soit un exercice très difficile pour toi de faire confiance à un outil comme un gestionnaire de mots de passe. Mais bon. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur Twitter et bien entendu dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.